Et au final, c'est une entreprise qui est très régulièrement déficitaire, qui perd de l'argent, malgré justement toute sa notoriété. Et c'est ça qui est quand même pour moi la plus grande découverte. L'entreprise a gagné, depuis 2006, l'entreprise a gagné 2 ans de l'argent. Et le reste du temps, elle est déficitaire. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. Twitter rassemble aujourd'hui des millions d'utilisateurs qui chaque jour se connectent sur la plateforme pour s'informer, militer, échanger. Nicolas Cory est journaliste et cofondateur des Jours. Il s'est intéressé aux coulisses d'un des réseaux sociaux les plus puissants. Alors bonjour Nicolas, tu es l'auteur de la série Twitter, le réseau du plus fort. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous raconter d'où est venue l'idée de la série ? L'idée de faire une série sur Twitter est venue d'une conversation qu'on a eue lors d'une conférence de rédaction entre nous sur plusieurs questions qui se posaient sur le réseau social, parce qu'on est tous utilisateurs plus ou moins de ce réseau, c'est-à-dire que soit on publie des tweets, soit on lit les tweets des autres. C'est quelque chose qui est assez commun au sein de la rédaction. Et donc une des questions qui se posait, c'était l'état de l'entreprise. On connaît en fait assez peu cette entreprise, son histoire depuis sa création, qui remonte maintenant à 2006. Mais on n'a pas toujours ce sentiment de la longue période, de voir qu'est-ce qui explique pourquoi pourquoi ça change, quels sont les objectifs de l'entreprise. Bon, parce qu'on sait que l'entreprise doit gagner de l'argent pour marcher, mais c'est pas quelque chose forcément c'est pas quelque chose qu'on comprend rapidement, on va dire, rien qu'en étant utilisateur. Et alors, la deuxième grande raison qui fait que on s'intéresse à Twitter, c'est que l'entreprise a failli être achetée au courant de l'année 2022. Donc Elon Musk, qui est milliardaire propriétaire de Tesla, a déposé une offre. Donc Elon Musk a déclaré que Twitter ne lui avait pas donné suffisamment d'informations sur les comptes de Twitter, et notamment une question fondamentale pour lui, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont en fait des robots, des bots, comme on dit maintenant, qui donc seraient supérieurs à ce que Twitter admet. Et donc du coup, il a annulé, l'offre qu'il avait déposée a été retirée, et un procès aura lieu en octobre, ce qui fait que ce sujet du rachat de Twitter va continuer à être dans l'actualité d'ici les quelques prochaines semaines jusqu'au procès. Et comment est-ce que tu as mené cette enquête ? C'était quoi tes sources ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas avoir accès aux salariés de Twitter. C'est une entreprise... D'abord, on est français, les salariés de Twitter, la plupart sont à San Francisco. Donc ça a été une enquête qui a été faite vraiment à partir de documents publics, et de choses qui ont été écrites, d'articles qui ont été écrits, de tweets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur la plateforme elle-même. Et mon travail a surtout consisté à faire, c'est un peu un travail d'historien en la matière, parce que je me suis vraiment fondé sur des documents écrits. La première question que je me suis posée a été la création, en fait. M'interroger sur comment ce réseau a été créé, et comment on en est venu effectivement d'une petite entreprise à un géant mondial qui devient indispensable aux journalistes, aux politiques et aux militants, puisque c'est quand même les trois principaux acteurs qui utilisent vraiment beaucoup Twitter. Et donc vraiment, je me suis intéressé à cette période de 2006-2008, qui sont les moments le début de la fondation, de la création de Twitter, donc aux relations entre les 4 fondateurs, parce qu'il y a 4 fondateurs à la base. On retient un fondateur, en particulier Jack Dorsey, parce qu'il est devenu ensuite un PDG un peu emblématique du réseau. Il a ce côté gourou de la tech qui plaît beaucoup.
Mais il y avait 3 autres fondateurs qu'on a un peu oubliés depuis, et qui pourtant, dont l'apport a été assez indispensable au départ du réseau, parce qu'il fallait mettre en place plusieurs choses qui étaient un peu balbutiantes à cette époque-là, et au final, l'entreprise justement s'est développée sur des idées différentes de ce que pouvait devenir Twitter. Donc l'idée c'était, certains voulaient voir les utilisateurs de Twitter parler d'eux-mêmes, de leur intimité, et c'est une partie de Twitter, hein, c'est une possibilité qu'on puisse. Et puis il y a d'autres fondateurs de Twitter qui voulaient que en fait, les utilisateurs de Twitter se comportent comme des journalistes citoyens, c'est-à-dire qu'ils parlent de ce qu'il y avait autour d'eux, de leur environnement proche, et aussi de leur environnement un peu plus lointain, et donc réagissent à l'actualité. Et c'est devenu, ce mélange a permis dès le départ quelque chose effectivement qui a vraiment très bien marché. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs moments clés. Il y a eu ils étaient à San Francisco, il y a eu un tremblement de terre. Donc il y a eu justement des utilisateurs qui ont dit ah, il y a eu regardez, vous avez vu, il y a ce tremblement de terre, vous l'avez ressenti, et ça a été tout de suite une chaîne de réactions qui prouvait que voilà, quelque chose, un événement, tout d'un coup, c'était quelque chose, Twitter pouvait être effectivement très utile pour relier les gens sur un moment comme celui-là. Et c'est ça qui a fait son succès, et c'est intéressant donc, de voir ça. Et de se replonger dans cette période-là pour voir aujourd'hui ce que c'est devenu. Et est-ce qu'au fur et à mesure de ton travail, il y a des éléments que tu as découverts qui t'ont marqué ou qui t'ont surpris ? Effectivement. Ce qui m'a surpris a posteriori, c'est de voir que l'entreprise a été en fait l'objet de batailles internes très importantes. Ça, je ne l'ai vraiment pas réalisé rien qu'en étant un utilisateur de Twitter et en suivant de loin son actualité. En fait, les 4 cofondateurs se sont très très vite disputés. Et donc, il y a eu une suite de départs, qui se sont pas très bien faits. Il y a aussi on a changé de PDG assez régulièrement. Comme l'entreprise devait se développer, elle est allée chercher des investisseurs. Les investisseurs ont aussi eu leur mot à dire. Ils ont pris parti pour un des PDG à un moment donné. Donc ça a été ça a été assez difficile à vivre pour les 4 fondateurs, même si 3 d'entre eux sont devenus milliardaires. Donc de ce côté-là, finalement, ça s'est bien terminé pour eux. Et notamment Jack Dorsey, qui est la personne la plus connue, donc s'est retrouvé à un moment donné mis sur la touche parce que on considérait qu'il n'était pas du tout fiable pour être un PDG. Puis ensuite, on a refait appel à lui. Enfin, Twitter a survécu malgré ce problème de leadership. Il n'y avait pas non plus une stratégie très pensée sur comment l'entreprise devait gagner de l'argent. Et au final, c'est une entreprise qui est très régulièrement déficitaire, qui perd de l'argent. Malgré justement toute sa notoriété. Et c'est ça qui est quand même pour moi la plus grande découverte. L'entreprise a gagné, depuis 2006, l'entreprise a gagné 2 ans de l'argent. Et le reste du temps, elle est déficitaire. Et donc on se retrouve à chaque fois dans ces difficultés-là, difficultés qui ont amené justement au rachat par Elon Musk. Et bon voilà, l'histoire n'est pas terminée. Donc ça, on ne sait pas encore comment ça va aboutir ce procès, mais tout ce qu'on sait, c'est que l'entreprise est déstabilisée par toute cette histoire. Et donc voilà, donc c'est toujours une histoire d'une entreprise qui est à la fois très connue et à la fois qui est fragile en fait. Et malgré tout, est-ce qu'il y a quand même des zones d'ombre qui persistent autour de Twitter ? La grande inconnue avec Twitter, c'est la manière dont l'entreprise fonctionne avec la modération. Parce que donc un des grands problèmes de Twitter, dès le départ, ça a été que l'entreprise voulait laisser la liberté totale de parole à ses utilisateurs, et elle s'est rapidement confrontée au harcèlement, aux menaces contre d'autres utilisateurs, et surtout principalement des femmes qui se sont fait harceler, aux déclarations racistes. Donc le racisme et l'antisémitisme ont été, ont eu porte ouverte chez Twitter pendant toutes ces années. Et puis petit à petit, l'entreprise a compris avec les critiques qu'il fallait qu'elle réagisse, et donc elle s'est mise à modérer les contenus, enfin à retirer certains tweets, à pouvoir exclure certains utilisateurs.
Mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et ça, c'est le grand mystère. On ne sait pas, c'est toujours pourquoi certains tweets sont retirés, pourquoi d'autres ne sont pas retirés. Quelle est la politique de l'entreprise? Alors, elle a essayé de plus ou moins mettre des règles, donc en expliquant qu'elle était contre les messages de haine. Mais il y a des messages de haine qui restent en ligne. Et là, dans ce cas-là, c'est très mystérieux. Il y a des appels. Alors, même s'il y a eu des progrès faits sur les gens qui se déclarent harcelés, il y a toujours du harcèlement sur Twitter qui reste en ligne. Et là-dessus, l'entreprise communique très peu. Elle refuse d'expliquer ses méthodes. Et il y a eu d'autres moments où on s'est rendu compte justement avec cette histoire des bots, donc des faux utilisateurs, qu'en fait, elle ne contrôlait pas du tout l'existence même des utilisateurs. Donc à partir du moment où elle laisse n'importe qui créer un compte avec un nom fantaisiste, c'est la difficulté derrière de retrouver qui se cache derrière la personne. Est-ce que voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont mystérieuses. Le Twitter refuse de communiquer dessus parce que justement, elle gagne de l'argent. Plus il y a d'abonnés, plus elle gagne de l'argent. C'est comme ça qu'elle gagne vis-à-vis des annonceurs. Donc tout ça fait qu'elle elle ne donne pas, elle donne pas de chiffres. Et c'est d'ailleurs pour ça que justement le procès avec Elon Musk est intéressant, parce que lui justement intime Twitter de donner ses chiffres, et peut-être que devant la justice on aura plus d'informations sur les faux comptes et sur justement tout ce qui est la cuisine interne de l'entreprise, quoi. Twitter, le réseau du plus fort, est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.